Le guide suprême de l'Iran est mort. Sa marine a été détruite avec de nombreux Iraniens acclamant dans les rues. Les États-Unis et Israël ont enfin lancé une attaque pour mettre fin une bonne fois pour toutes au régime iranien. Que disent les dirigeants? Eh bien, écoutez le président Trump. Au cours des dernières 36 heures, les États-Unis et leurs partenaires ont lancé l'opération Fureur épique. Nous avons frappé des centaines de cibles en Iran, y compris des installations des gardiens de la Révolution et des systèmes de défense aérienne iraniens. À l'instant, il a été annoncé que nous avons détruit 9 navires ainsi que leurs bâtiments de la marine. L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, est mort. La nuit dernière, partout en Iran, on pouvait entendre les voix du peuple iranien acclamer et célébrer dans les rues lorsque sa mort a été annoncée. J'appelle tous les patriotes iraniens qui aspirent à la liberté à saisir ce moment, à être courageux, audacieux, héroïques et à reprendre leur pays. L'Amérique est avec vous. Je vous ai fait une promesse et j'ai tenu cette promesse. Le reste dépendra de vous, mais nous serons là pour vous aider. Nous avons des isolationnistes qui dénoncent cette guerre, cette opération, à droite comme à gauche, en disant que c'est de l'impérialisme. Et pour analyser tout cela avec moi, j'ai mon merveilleux panel. Cette semaine, nous travaillons tous à distance à cause de la guerre. Émilie Schrader, militante des droits de l'homme et journaliste, Shoshana Kisjasko, fondatrice de Rahmat Nashim, qui valorise et défend les femmes orthodoxes. Et, à la demande générale, notre ami Mathieu Muriel, directeur de l'engagement communautaire pour Jimena, militant, créateur de contenu, tout droit venu de Los Angeles. Mathieu, je veux commencer avec toi. Tu es une militante irano-américaine et il y a des gens dans ton propre pays qui disent que c'est de l'aventurisme impérialiste et que les États-Unis ne devraient pas s'en mêler. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je pense, tout d'abord, que chaque fois que quelqu'un qualifie les États-Unis et Israël de force impérialiste et considère le régime qui occupe l'Iran comme une force innocente et non impérialiste, ils n'ont clairement aucune idée de ce dont ils parlent, parce que je dirais que le régime de la République islamique est l'une des plus grandes forces impérialistes qui existent actuellement. Qu'est-ce que l'impérialisme selon sa définition? C'est quand, essentiellement, vous construisez des extensions de vous-même en dehors de votre propre domaine, en dehors de votre propre pays. Et quand on regarde ce qu'ils font, ce qu'ils appellent d'ailleurs exporter la révolution, et je ne peux pas imaginer quelque chose de plus impérialiste que ça, ils ont des extensions au Liban. Ils ont leurs bras, leurs tentacules au Liban, au Yémen, à Gaza. Ils se répandent partout. Et si quelqu'un pense qu'ils avaient l'intention de s'arrêter au Moyen-Orient, il se trompe complètement. Donc oui, tout cet argument impérialiste est caduque selon moi. Non seulement caduque, mais carrément absurde. Mais tu sais, Mathieu, il y a ces gens auxquels on doit tous faire face. Certains seront nos salauds aujourd'hui. Mais tu as ces gens qui vont là-bas et qui parlent essentiellement au nom du peuple iranien, de la diaspora et du peuple iranien. Quelle audace! Quoi? Je veux dire, je n'arrive pas à croire qu'ils ne pensent pas que c'est en fait raciste de parler au nom d'un autre peuple en disant non, 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 les Iraniens ne veulent pas ça. Mais qui sont-ils pour dire ça? Eh bien, ils ne sont pas iraniens. La plupart d'entre eux ne connaissent aucun Iranien. Et je pense que cela témoigne d'un certain niveau de privilège et d'arrogance occidentaux qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Le fait que vous puissiez sortir dans les rues d'Amérique en masse et simplement déverser toute cette haine contre le pays dans lequel vous vivez, alors que des gens en Iran se vident littéralement de leur sang simplement pour pouvoir faire la même chose, cela montre un privilège. Et c'est vraiment de l'exceptionnalisme occidental, c'est ce que c'est. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne le voient tout simplement pas. Ils en sont tellement inconscients. Ils en sont complètement inconscients. Et Émilie, tu vas devoir faire face à certaines de ces personnes aujourd'hui dans ton travail de plaidoyer. Mais Émilie, tu sais, nous, je pense qu'à ce stade, ça fait quoi, 2 jours et demi? Et en ce qui concerne les succès militaires des États-Unis et d'Israël, je pense que d'après les rapports,
C'est au-delà des attentes. La moitié de leurs lanceurs de missiles ont été détruits. Leurs systèmes de défense sont détruits. Nous volons essentiellement où nous voulons, nous et les Américains, dans l'espace aérien de la République islamique d'Iran. Tu sais, est-ce que cette guerre va durer longtemps? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a déjà accompli en 2 jours et demi? Je trouve ça remarquable. Ça fait 2 jours et demi, mais on a l'impression que ça fait, 2 ans, vu tout ce qu'ils ont accompli. C'est impressionnant. C'est vraiment remarquable. Et le fait qu'ils aient pu éliminer, rien que dans les toutes premières minutes, 40, 4-0, 40 hauts responsables et commandants du CGRI, c'est un exploit remarquable. Et c'est quelque chose qui aurait dû arriver il y a longtemps. Mais je suis tellement optimiste pour l'avenir, étant donné que nous avons enfin quelqu'un. Et j'ai été très critique envers Trump. Je ne suis pas, vous savez, une militante MAGA. Je ne l'ai jamais été. Mais vous savez, cet homme a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Et vous savez, cela a peut-être été un peu plus lent que ce que nous aurions souhaité, mais je suis soulagée et très optimiste pour l'avenir du peuple iranien. Je pense que c'est une opportunité unique, comme il l'a dit, qui ne se représentera peut-être pas avant plusieurs générations. Je suis donc très optimiste, même si je ne sais pas combien de temps cela prendra. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Rappelez-vous, contrairement au Venezuela, nous ne faisons pas que renverser le dictateur. Ce n'est qu'un aspect. Nous devons démanteler tout le CGRI, ce qui va demander beaucoup de travail sur le terrain, mais cela va aussi demander beaucoup d'efforts de la part de la communauté internationale. Quand on parle de tous ces milliards de dollars qu'ils ont volés et qui ont été blanchis à travers des pays européens et aussi le Canada dans certains cas, ils doivent s'occuper de ces choses-là. Ils doivent les traiter légalement et le plus vite possible. Je sais que ce sont un peu des oxymores, mais c'est quelque chose qui doit arriver et c'est crucial pour l'avenir de l'Iran, ainsi que pour les droits du peuple iranien et ce qu'il mérite. Oui, et tu sais, Émilie, comme tu en as parlé dans les médias ces derniers jours depuis l'attaque, la question qui revient sans cesse, c'est oui, d'accord, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer de régime depuis les airs. Et qu'est-ce qui te fait penser que quelque chose de pire ne va pas arriver? Qu'est-ce qui te fait croire que ça ne va pas se transformer en un autre Irak ou Afghanistan? Et je dis toujours, et je suis vraiment très curieuse d'entendre comment tu réponds à cette question, parce que je dis toujours que le peuple iranien est différent. Le peuple iranien a une civilisation différente. Ce sont tout simplement des gens différents. Il y a un gouvernement en attente. Il y a une direction en attente, même si c'est une direction de transition. C'est en attente. Émilie, honnêtement, penses-tu que le peuple iranien a en ce moment la force de prendre le pouvoir? Et une fois que nous aurons terminé, disons, les États-Unis et l'Amérique, nous aurons terminé. Disons que nous avons essentiellement éliminé la menace nucléaire. Nous avons réussi à nous débarrasser de l'uranium enrichi. Nous avons réussi à éliminer, disons, 90% des lanceurs, disons 100% des lanceurs, n'est-ce pas? Et la capacité balistique. Que se passe-t-il ensuite, Émilie? Eh bien, je pense que nous allons voir, et nous avons déjà commencé à voir des Iraniens descendre dans la rue, mais le travail n'est pas terminé en ciblant le programme de missiles balistiques et le programme nucléaire. Je pense aussi que nous devons voir un certain soutien. À quoi cela ressemblera, nous ne le savons pas encore, mais nous devons effectivement voir une forme de soutien concrètement en ce qui concerne ces manifestations. Je veux dire, regardez ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Regardez comment le régime a agi. Hier, l'armée de l'air américaine ainsi que l'armée de l'air israélienne ont ciblé la base de Sarala. C'est l'une des bases qui a été utilisée pour la répression des manifestants. Mais ces forces doivent être ciblées, pas seulement les hauts dirigeants, ces forces elles-mêmes, afin de protéger les manifestants, afin de leur ouvrir la voie pour qu'ils puissent physiquement aller en masse et prendre le contrôle des institutions, prendre le contrôle des organes gouvernementaux et chasser ce régime une bonne fois pour toutes. Je pense vraiment qu'ils peuvent y arriver. Je pense que nous sommes plus proches que jamais. Mais j'aimerais vraiment entendre l'avis de Mathieu à ce sujet et savoir ce qu'il entend des Iraniens sur le terrain. De mon point de vue, il semble qu'ils soient prêts. Et nous avons vu à quel point ils sont prêts même avant toute intervention étrangère, au début janvier, fin décembre, début janvier. Mais encore une fois, ce ne sera pas facile. Le chemin ne sera pas tout tracé, mais je pense que c'est juste devant nous et à saisir. Es-tu d'accord, Mathieu? Penses-tu qu'il y a un gouvernement en attente prêt? Le peuple est prêt. Oui, absolument. Ils n'ont cessé de citer un seul nom. L'immense majorité réclame le prince Reza Pahlavi, qui a déjà un plan de transition prêt à être mis en œuvre.
tout le monde, en tout cas tous ceux que je connais, Tous les... Iranians. Ici à Los Angeles, l'immense majorité en Iran scande son nom et a placé sa confiance en lui. Et il s'en sort haut la main. Donc, je pense qu'il est vraiment important que la communauté internationale le soutienne, ce que je crois qu'elle fera. En ce qui concerne la situation sur le terrain, je pense, est-ce que les gens sont prêts à prendre le relais? Je pense qu'en ce moment, ils sont un peu trop prêts à prendre le relais. Nous ne pouvons pas oublier que lorsque tout cela a commencé, je n'arrive pas à croire que c'était il y a seulement 2 jours, mais quand cela a commencé, le prince Reza Pahlavi a dit « Restez chez vous ». Le moment viendra où il sera temps de cendre dans la rue. Et d'après ce que j'entends de la part de personnes que je connais et de personnes que je connais qui connaissent des gens en Iran, c'est que les gens sont tellement impatients. Qu'ils ne restent pas chez eux. Et le problème, c'est que les FDI et les forces spéciales américaines ne peuvent pas accomplir tout ce qu'elles doivent accomplir. Parce que si les gens sont en train de se battre entre eux, ils ne peuvent pas intervenir car ils ne veulent pas faire de mal, exactement. Donc j'ai entendu dire que c'est un peu un problème. Le monde entier parle au nom du peuple iranien, comme nous l'avons entendu. Voici leur message. Ils ont frappé Khamenei, ils ont attaqué Khamenei. Au revoir. Shoshana, tu sais, tu es une habitante de longue date. Je sais que tu as déménagé récemment de Beit Shemesh. Et hier, Israël a connu l'une de ses pires tragédies civiles en termes de victimes causées par un impact direct. Que se passe-t-il en Israël? Quel est le ressenti ici? Peut-être pourrais-tu nous dire comment tu as réagi? Je sais aussi que tu viens d'une famille de premiers intervenants présents. Parle-nous un peu de ce qui se passe ici. Eh bien, je pense que, tu sais, comme nous le disons depuis des semaines, l'ensemble d'Israël s'y attendait. Les Israéliens s'attendaient et espéraient que les États-Unis et Israël interviendraient pour aider à libérer le peuple iranien. Je pense qu'on peut dire sans risque que la plupart des Israéliens sont très, très heureux à l'idée que le peuple iranien puisse être, si Dieu le veut, bientôt libre. En même temps, vous savez, ces missiles ne sont pas des missiles de Gaza qui sont aussi dangereux. Ces missiles traversent les pièces sécurisées comme du papier. Et c'est vraiment effrayant. Et vous savez, j'ai 9 personnes chez moi en ce moment. Et pendant Sabbat, nous étions 11 personnes au milieu de chez vous. Dans votre pièce sécurisée. Oui, mes beaux-parents vivent ici, peu importe. Il y a beaucoup de monde chez moi. C'est effrayant d'être responsable de tous ces gens et de les faire entrer et sortir de la pièce sécurisée. Hier, tu sais, tu entends les interceptions. Elles sont énormes. Et quand tu l'entends vraiment, vraiment, vraiment fort, tu sais que c'est tout près. Et malheureusement, comme tu l'as dit hier, il y a eu un impact direct sur un immeuble. 9 personnes ont été tuées. Mon mari est sorti de notre pièce sécurisée avant que l'alerte ne soit levée pour aller sur les lieux et voir ce qu'il pouvait faire. Et malheureusement, l'une des personnes tuées, une femme, était également une bénévole de Hatzalah. Première intervenante. Première intervenante, Ronnie Delimelech. Elle est restée avec sa mère alitée, incapable de rejoindre la pièce sécurisée. Malheureusement, elles ont été tuées toutes les deux. C'est une mère célibataire de 3 enfants et l'un d'eux a des besoins particuliers. Ce sont donc de vraies personnes, de vraies mères, de vrais pères et de vrais grands-parents qui, malheureusement, sont enterrés aujourd'hui. Donc, d'un côté, les Israéliens, je pense, sont très, très enthousiastes à l'idée que cela se produise et aussi inquiets que nous puissions malheureusement avoir plus de victimes du régime terroriste iranien qui semble vraiment ne pas se soucier de qui il touche. Absolument. Je pense aussi que la différence que nous voyons cette fois-ci, c'est que le Golfe est vraiment durement touché. Mais il ne s'agit pas seulement de frapper symboliquement les bases américaines dans ces endroits. Ils ciblent en fait des hôtels, des civils. C'est fou. Et en fait, je pense et je crois que c'est un sujet intéressant à discuter ensemble. Vous savez, d'un côté, on peut comprendre la logique. Ils veulent faire pression sur les pays du Golfe
pour qu'il fasse pression sur Trump, un allié, afin qu'il arrête. Mais en fait, je pense ils sont allés trop loin en visant des cibles civiles. Et en réalité, cela produit l'effet inverse. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disent « fonce, allons-y, finissons-en ». Mathieu, es-tu d'accord? Où cela peut-il mener? Parce que oui, c'était clairement une tactique qu'ils ont déjà utilisée auparavant. Mais sont-ils allés trop loin cette fois-ci? Oui, écoute, je ne pense pas qu'il en faille beaucoup pour que beaucoup de ces pays voisins disent on en a assez. Ils tirent sur la corde depuis de très nombreuses années. Je pense que ça a été une épine dans le pied de tout le Moyen-Orient. Et pour des raisons politiques ou économiques, tout le monde a plus ou moins suivi le mouvement. Mais je pense que plus le régime s'effondre, plus, comme on le voit, beaucoup de ces autres gouvernements vont se dire « tu sais quoi? Et puis merde, vas-y, élimine-les ». Et je pense aussi que, d'après ce que j'ai compris, certains de ces pays ne voulaient pas d'un Iran libre et prospère parce que cela représenterait de la concurrence. Exactement, comme l'Arabie saoudite. Ouais, eh bien ce qu'on voit maintenant, c'est qu'ils se disent « tu sais quoi? Peu importe, éliminez-les, on s'en occupera plus tard, quoi que ce soit, parce que c'est une épine dans notre pied. Ça l'a toujours été. » Je pense que l'une des choses qu'on a remarqué, c'est que la façon dont les acteurs sont impliqués dans cette question et ce sujet avec la République islamique ressemble un peu à une relation abusive. C'est comme si beaucoup de gens dans la communauté internationale, beaucoup de pays, s'étaient en quelque sorte habitués au régime islamique en Iran et aux maux qu'il répand dans le monde entier. Et ils pensaient que c'était quelque chose qui pouvait être contenu, qu'en manœuvrant de telle ou telle manière, ou en disant ceci, en faisant cela, ou en cédant sur telle question, d'une manière ou d'une autre, cela serait récompensé. Et ce que nous avons vu en tant que communauté internationale pendant 47 ans, c'est que ce n'est pas le cas. C'est la même chose que pour n'importe quel, vous savez, agresseur domestique. Ils ne vont pas changer en fonction de ce que vous faites parce que le problème ne vient pas de la communauté internationale. Le problème, c'est l'agresseur. Exactement. L'agresseur, dans ce cas, c'est le régime islamique en Iran. Ils ne changeront pas. Vous savez, les zèbres gardent leurs rayures. C'est leur nature. C'est ainsi qu'ils sont faits. Et donc, peu importe ce que certains États arabes essaient de faire pour contenir cette menace, cela finira toujours par se retourner contre eux de la même manière que cela touche tout le monde. Je veux dire, après tout, si l'on regarde les rivalités dans la sphère internationale sunnite et chiite, je veux dire, cela a été l'un des objectifs du régime islamique depuis le premier jour. Ils ont simplement utilisé Israël et l'Occident comme diversion pour se présenter comme les dirigeants musulmans du monde. Je suppose que c'est ainsi qu'ils veulent se présenter, comme ce grand libérateur de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa, et toutes les choses dont ils parlent dans leur scénario apocalyptique. Mais la réalité de la situation, c'est qu'ils ont répandu ce terrorisme partout dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Ils ont complètement déstabilisé et occupé des régions de nombreux pays arabes musulmans. Et je pense qu'il est temps. Je pense que ça suffit. Je suis aussi soulagée de voir les réactions de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Bien sûr, je ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit non plus. Mais le fait qu'ils voient cela clairement et que leur population voit que c'est le régime islamique en Iran. Exactement. C'est ce qu'ils représentent. Ils ne sont pas une force anti-impérialiste. Ils sont la force impérialiste. Exactement. Et comme tu le dis, Émilie, ils subissent ces abus depuis longtemps, non seulement à travers le récit construit contre les monarchies sunnites modérées, mais ils ont aussi été attaqués, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, toujours à petite échelle. C'était toujours. Faisons comme si rien n'était arrivé, contenons la situation. C'est ce que nous avons fait avec le Hamas depuis 2006. Nous avons contenu et supporté cela. Nous avons sacrifié nos habitants du sud d'Israël, des enfants habitués à courir vers les abris parce que nous pouvions les contenir et tondre la pelouse. Et je pense qu'on arrive à un point culminant avec cette histoire de tondre la pelouse, parce qu'on ne peut jamais rassasier le crocodile, comme l'a dit Winston Churchill, il finira par te manger en dernier. Et c'est ce que nous voyons. Assez, c'est le moment. Nous ne pouvons pas laisser cela à la prochaine génération.
Et c'est ce que nous ressentons depuis longtemps. Je pense que maintenant, comme vous le dites, tout le monde commence à nous rejoindre. Je voudrais juste ajouter une chose de plus que je pense qu'il est important de noter pour revenir à ce que vous disiez à propos d'un autre Irak. Et c'est que lorsque nous regardons l'Irak ou d'autres tentatives de changement de régime, il s'agissait d'approches maximalistes du changement de régime. Nous parlons de créer à partir de rien, ce qui n'est pas le cas en Iran. Comme l'a noté Mathieu, vous savez, nous avons quelqu'un que les Iraniens, pas d'autres personnes, mais les Iraniens veulent comme leader de transition. Donc la réalité sur le terrain est très, très différente de tout ce que nous avons vu avec l'Irak, l'Afghanistan ou n'importe lequel de ces autres pays. Et donc, que des gens déforment cela, je pense que c'est extrêmement préjudiciable et insultant, en fait, pour le peuple iranien qui a été très clair sur ses revendications, sur ses attentes et sur ce qu'il espère voir de la part de la communauté internationale. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne les sauver et installe un gouvernement fantoche. Ce n'est même pas quelque chose qui est discuté. En fait, c'est tout le contraire. Nous parlons de restaurer la souveraineté d'une nation, d'une très grande nation. Et c'est dommage ce qui est arrivé à l'Iran, mais j'espère que nous sommes sur la voie d'une nouvelle ère. Mais les efforts du régime islamique sont constamment exportés et représentent une menace au-delà des frontières de l'Iran. Ce n'est même pas la situation que nous avons vue, du moins en 2003 avec l'Irak. Il ne représentait pas une menace pour toute la région et pour le monde entier comme nous le voyons avec l'Iran. On demande souvent quels sont les risques d'un changement de régime. Mais la vraie question est, quels sont les risques de ne pas changer de régime? Exactement. C'est un conflit très coûteux à maintenir et à essayer de contenir. Ça suffit maintenant. Assez pour y mettre fin. Comme vous dites, ils sont déjà partout, en Europe aussi. Chaque jour, une nouvelle histoire sort d'une soi-disant organisation à but non lucratif qui a été financée par la République islamique. Nous savons déjà qu'ils sont en Amérique du Sud. La paix avec le Venezuela était très significative, mais aussi je pense que le plus important, c'est les deux. Bibi et Trump ont essentiellement dit et annoncé, les gars, nous faisons ça pour vous et ensuite c'est à vous de jouer. Regardez ça. Ne ratez pas cette opportunité. C'est une chance qui n'arrive qu'une fois par génération. Ne restez pas les bras croisés, car bientôt viendra votre moment. Le moment où il vous sera demandé de descendre massivement dans la rue, de sortir pour achever la tâche, pour renverser le régime d'horreur qui vous empoisonne la vie. Cette aide est arrivée, l'aide est là. Et puis nous voyons les soi-disant âmes sensibles partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on est? Jusqu'où va la bêtise? Je veux en parler, mais aussi préciser que cela s'est produit uniquement parce que nous sommes juifs durant la paracha Zakor. Et la paracha Zakor, où l'on lit « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait en sortant d'Égypte, attaquant les plus faibles et t'empêchant d'accéder à ta terre natale. » Et c'est quelque chose que les Juifs lisent chaque année à ce Shabbat, exactement au moment où nous bombardions. Tout le monde dit, cette année, au lieu d'avoir des Hamantachens, nous avons des Kameitachens, qui sont les biscuits traditionnels que l'on mange à Purim et qui commémorent Aman, l'ennemi qui vivait en Perse. Iran. Il y a beaucoup de symbolisme et les gens sont très enthousiastes à ce sujet. Et toute l'histoire d'Amalek dans le judaïsme, c'est qu'il faut arracher la racine, n'est-ce pas? C'est ce que disait Émilie. Tu ne peux pas continuer à repousser ça. C'est maléfique. Ça continuera de grandir. Désherber un jardin en arrachant seulement le haut des mauvaises herbes ne suffit pas, elles repoussent. Il faut enlever les racines. C'est ce qu'il faut faire cette fois-ci. Oui, et ça fait une belle transition vers tout ce concept de ces personnes qui disent « Oh, écoutez, ce qui s'est passé avec cette école de filles, peu importe qui les a frappées, donc que ce soit les États-Unis et Israël ou l'Iran, il y a eu une école de filles qui a été touchée et des filles ont été tuées, des enfants ont été tués, c'est tragique. » L'idée que c'est là-dessus que tu te concentres. Où étais-tu quand des dizaines de milliers de manifestants ont été tués dans les rues? Quand ils ont été marqués? Où étais-tu quand des femmes sont violées et mutilées? Où étais-tu? Donc non, je ne crois pas à ceux qui crient au scandale maintenant alors qu'ils sont restés silencieux sur l'Iran jusqu'à présent. 60 000 morts. Et ça, je pense, fait une belle transition vers « et nous n'abandonnons pas », même si nous sommes en pleine guerre, notre rubrique très importante, le salaud de la semaine. Parce qu'en temps de guerre, beaucoup plus de salauds sortent du bois. Mathieu, ça fait un moment. Mathieu, tu sais, la dernière fois que tu étais dans notre émission, c'était pendant la dernière guerre avec l'Iran.
Permets-moi de te rappeler qu'en juillet dernier, tu étais dans notre émission représentant aussi la voix de la diaspora iranienne. Et je voudrais dire une chose par rapport à ce qu'Émilie, Shoshana et Mathieu viennent de dire. Les gens, tu sais, la diaspora iranienne est très, très influente. Ils sont puissants. Ce sont des personnes fortes qui ont réussi. Et tu sais, tout comme Israël a été rétabli comme notre pays souverain avec l'aide de la diaspora juive. Je ne veux pas que les gens oublient que la diaspora iranienne va être très impliquée pour aider le peuple iranien à reprendre son pays. J'en suis vraiment convaincue. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Alors, Mathieu, parlons des salauds. Qui est ton salaud de la semaine? Tu sais, j'ai vraiment du mal avec ça parce que Tsahal et les forces spéciales américaines tuent tous les salauds que j'aurais pu choisir cette semaine. Donc, je vais juste en nommer un. Et je pense que j'aurai l'honneur de le nommer probablement pour la toute dernière fois dans cette émission. Et il s'agit d'Ali Khamenei. C'est mon salaud de la semaine, alias le rat. Il a été éliminé. Et il est la cause d'immenses souffrances pour des millions et des millions de personnes, des Iraniens et des gens en dehors de l'Iran qui ont dû subir la colère de ce régime. Tout cela s'est passé sous sa direction. Alors, pour la toute dernière fois, salaud de la semaine, Khamenei. Khamenei. Et en son honneur, j'aimerais chanter et je veux que vous m'aidiez tous. Ding dong, les sorcières, les méchantes sorcières, ding dong. Oui, la méchante sorcière est morte. Il y a malheureusement beaucoup d'autres méchantes sorcières, mais c'est lui la chef des méchantes sorcières. Et voilà, on aime un salaud avec une fin heureuse, Mathieu. Alors, merci pour ça. Émilie, qui est ton salaud cette semaine? Donc, mon salaud est une de ces personnes qui se plaint sans cesse de petites choses pour détourner l'attention du vrai problème. 5. 5. Avec qui je débat souvent chez Piers Morgan, le salaud préféré de tout le monde. Donc, il a commencé, lorsque cette guerre a été annoncée, par une longue diatribe sur les réseaux sociaux pour dire à quel point c'était terrible que la guerre ait commencé. Et Israël nous a poussés dans cette guerre absurde. Tout ce qui tourne mal, c'est de leur faute. L'Amérique n'a absolument aucun intérêt dans cette guerre. 8 Américains sur 10 y sont opposés. D'abord, c'est faux. Il fait référence à un sondage de l'année dernière, vers le mois de juin, lorsque les autres attaques ont eu lieu. Les sondages les plus récents montrent plutôt un partage à 50-50. Ce n'est pas particulièrement populaire, certes, mais certainement pas 8 Américains sur 10. Et au-delà de ça, c'est insensé pour un Américain de dire que cela ne concerne pas les États-Unis. Nous parlons d'un régime qui a tué plus de 800 citoyens américains, qui développe activement des missiles balistiques intercontinentaux, qui développe un programme nucléaire et qui a construit tout un régime sur l'idée de détruire les États-Unis d'Amérique. Ils ont carrément un musée dédié à montrer à quel point l'Amérique est maléfique. Imaginez si on se promenait en Amérique, à New York, à Washington, D.C. ou à Los Angeles et qu'on voyait des musées consacrés à montrer à quel point l'Iran est maléfique. Ils sont obsédés par nous. Que l'on pense à eux ou non, ce régime est obsédé par nous. C'est ça le problème ici. Ils sont contre nous quoi qu'on fasse. Encore une fois, c'est comme une relation abusive. Peu importe à quel point on est gentil avec eux ou combien on dit qu'on va négocier. C'est leur idéologie. C'est ce qu'ils ne comprennent pas sur ce point. Je pense qu'ils déforment volontairement la réalité. Je voulais juste ajouter cela. Je n'avais même pas prévu d'en parler aujourd'hui. Mais sa réaction à l'assassinat de Khamenei est trop intéressante parce qu'il a dit « J'ai critiqué le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, 1000 fois. Il opprimait son propre peuple et empêchait la démocratie. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il est mort debout. » Au lieu de s'agenouiller devant Israël, cela a demandé du courage. Il ne s'est pas incliné. C'est littéralement se cacher comme un rat. Comme un rat. Exactement, exactement. Mocha Ali. C'est ça. Mais aussi, le meilleur dans tout ça, Émilie, c'est que quelqu'un a demandé à Grok combien de fois 5 Ouïghours avaient critiqué Khomeini et c'était 0. 0. Ils adorent dire ça. Ils adorent dire « Oh, eh bien, je ne suis pas fan de X. Je déteste juste Israël. » Oui, non, c'est acceptable d'être britannique. C'est acceptable d'être britannique. Tant que tu détestes quelques juifs, tout va bien. D'accord. Exactement, exactement. Donc, c'est mon salaud de la semaine. Eh bien, Émilie, un salaud très méritant, cette semaine plus que jamais. Shoshana, qui est le tien? Oh, j'en ai deux. Deux pour aujourd'hui.
J'ai 2 salauds. En fait, Je suis sûre qu'ils ont déjà été mes salauds avant, mais ça fait un moment, ils étaient discrets. Mais Rachida Tlaib et Ilan Omar, il y a des années, Je me suis dit, waouh, ça s'annonce intéressant, c'est député, mais pas dans le bon sens. Parce que Tlaib, bien sûr, se manifeste sans dire un mot sur l'Iran. Aucune d'elles n'a parlé des femmes, des hommes et des enfants iraniens massacrés dans les rues il y a quelques semaines, mais maintenant elles sont toutes là. Tlaib dit que le gouvernement israélien est accro au meurtre des enfants. C'est son tweet. Yeah. Et Ilan Omar, celle-ci est bonne. Les États-Unis ont attaqué l'Irak durant le Ramadan. C'est écœurant de savoir que les États-Unis vont de nouveau attaquer l'Iran pendant le Ramadan. Les États-Unis semblent adorer attaquer les pays musulmans durant le Ramadan. Et je suis convaincue que ce n'est pas ce que ces pays ont fait pour violer le droit international, mais plutôt qu'ils vénèrent. Eh bien, ma fille, tu as raison, ils vénèrent la mort. C'est pourquoi l'Amérique et Israël s'en prennent à eux. ah, D'accord, je veux aussi que tu saches, le Pakistan a déclaré la guerre à l'Afghanistan et personne ne leur a dit que c'était le Ramadan. Tu devrais peut-être les appeler pour en parler car l'Afghanistan et le Pakistan, 2 pays musulmans, sont actuellement en guerre ouverte. mais aussi, Can I chime in on this real? nous avons été attaqués pendant Simat Torah. Donc, ce n'est peut-être pas une question de religion. Cela pourrait être une idéologie qui est toxique. Personne ne disait à quel point c'était indécent qu'il y ait eu un massacre de Juifs lors de ce qui est censé être le jour le plus joyeux du calendrier religieux juif. Donc, ces hypocrites sont les pires ordures. Désolé, Mathieu, que dis-tu? Non, j'allais dire que le meilleur dans tout ça, c'est le nombre d'Iraniens qui répondaient à ce tweet, moi y compris, en disant « Aucun de nous ne s'en soucie, aucun de nous ne l'applique, aucun de nous ne fait le Ramadan. » En fait, il y avait une vidéo d'un jeune homme qui a été arrêté, frappé et tiré par les cheveux par les forces de sécurité parce qu'il mangeait un sandwich en public pendant le Ramadan. Le peuple iranien ne respecte pas cela. Non, ils ne le font pas. Ils s'en fichent et veulent leur liberté. C'était l'ironie de la chose. C'est encore Quelqu'un qui parle à notre place. exactement, exactement. C'est ça, le vrai racisme. D'accord, mes crapules de la semaine sont Emmanuel Macron et Keir Starmer. Des crapules à cause de leur lâcheté. Honnêtement, tout d'abord, Macron, dans le style typiquement français, s'est rendu avant même que tout ne commence. Oh mon Dieu! On ne peut pas inventer ça. Et le meilleur, c'est que quelqu'un a publié sur Twitter une vieille citation du général Schwarzkopf, qui était l'un des généraux que j'ai choisi pendant la guerre en Irak, quand il a dit « Aller à la guerre sans les Français, c'est comme aller à la chasse sans accordéon. » Qui s'en soucie? J'espère que c'était raté. Et Keir Starmer, je ne sais pas si je dois penser que c'est un salaud ou avoir pitié de lui parce qu'il est tellement lâche. Vraiment, quel lâche. Il sort en disant « Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. C'est un régime très mauvais, bien sûr. Nous pensons qu'ils sont des meurtriers, mais nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. » Mais maintenant, hier, il est obligé de s'en mêler parce qu'ils ont attaqué des bases militaires britanniques à Chypre. Donc maintenant, qu'il le veuille ou non, il est impliqué. Mais maintenant, il dit, pas pour attaquer, pour se défendre. Mon gars, tu as fait de l'indécision un art. Tu es pathétique. Macron est un lâche et tu es pathétique. Et ce sont tous les deux mes salauds de la semaine. D'accord. Et maintenant, pour nous purifier avec des héros, Émilie, commençons par toi. Qui est ton héros cette semaine? Eh bien, mon héros cette semaine, c'est forcément l'armée de l'air israélienne. C'est un travail remarquable qu'ils accomplissent depuis samedi, depuis le lancement de l'opération, et ils se dévouent sans relâche. Vous savez, ils ont mené de nombreux allers-retours en frappant des cibles du régime. Et selon les statistiques, ils ont utilisé, au moins lors des frappes initiales, 200 avions. Ils ont frappé plus de 500 cibles, ils ont largué plus de 1200 kilos d'explosifs sur ces cibles. Je veux dire, on parle d'une puissance de feu énorme, vraiment énorme. Et ce que j'apprécie là-dedans, c'est que ce ne sont pas seulement des assassinats ciblés. Cela vise aussi les instruments de la répression, et pas seulement la répression qu'ils exportent dans le monde entier, comme nous en avons parlé, mais aussi la répression interne.
Ces bases qui sont utilisées par les forces anti-émeutes, qui ont tiré, qui ont assassiné brutalement des Iraniens dans les rues. C'est extrêmement symbolique. Hier, nous avons vu qu'ils ont frappé certaines chaînes de télévision d'État. Il faut préciser que ces chaînes ne sont pas des médias au sens occidental. C'est un bras du régime qui sert de porte-parole aux mollahs eux-mêmes. D'accord. Ils ont diffusé des aveux forcés. Ils ont inventé de toutes pièces des histoires à plusieurs reprises afin de promouvoir l'idéologie du régime. Et c'est à cela qu'ils s'engagent. Le fait qu'ils aient aussi été des cibles est totalement légitime et c'est très positif. C'est une très bonne chose de s'attaquer au problème dans son ensemble, pas seulement à des acteurs individuels. Et à l'armée de l'air israélienne, je vous félicite vivement pour votre courage, votre bravoure et la protection que vous offrez à ce pays et au Moyen-Orient. Donc un immense merci à mes héros de cette semaine, l'armée de l'air israélienne. Ils sont formidables. Et je veux dire, si vous avez vu certaines des vidéos de ce qu'ils font, ces gens-là, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y a des dizaines de femmes pilotes qui aident à libérer les femmes d'Iran. Ça ne pourrait pas être plus beau symboliquement. Merci, Émilie. Nos pilotes sont les meilleurs. Mathieu, qui est ton héros cette semaine? Mon héros cette semaine n'est pas une seule personne, c'est le peuple iranien. Ils se battent sans relâche depuis 47 ans. À quel point, je ne sais même pas comment le dire, ils n'ont tout simplement jamais abandonné. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont toujours gardé espoir. Et pour moi, cela fait d'eux des héros. Nous suivons leur exemple. Vous savez, les gens regardent le travail qu'Émilie fait, ou que je fais, ou que de nombreuses personnes font dans le domaine de l'activisme pour l'Iran. Et vous savez, les gens me disent tout le temps, merci beaucoup, je vous félicite pour ce que vous faites, ceci, cela et le reste, et vous êtes un héros. Et moi, je réponds, je ne suis absolument pas un héros. Je suis leur exemple. Je fais ce qu'ils veulent. Je sers de canal pour transmettre leur message. Ce sont eux les héros. Ce sont eux qui ont maintenu ce combat en vie toutes ces années. Et sans eux, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ferait tout cela. Donc, le peuple iranien. Je veux dire, c'est vraiment incroyable, les jeunes et le courage qu'ils ont eu de sortir dans la rue en sachant, beaucoup d'entre eux savaient qu'ils allaient se faire tuer, en sachant qu'ils allaient se faire tuer. Et tu sais, j'ai reçu tellement de messages, Mathieu, de la part de personnes, de jeunes de la diaspora iranienne qui retournent en sachant qu'ils pourraient se faire tuer, mais ils y retournent pour ce dernier combat de libération. Et donc, absolument digne, en effet. Shoshana, qui sont tes héros cette semaine? Comme pour Mathieu, Mes héros sont le peuple d'Israël qui, tu sais, tout cela a commencé pendant le sabbat, comme nous l'avons mentionné, et nous vivons dans une ville qui est principalement religieuse. Mais à partir du moment où nous avons été réveillés à 7-8 heures du matin par l'alerte qui retentit sur le téléphone de tout le monde, c'est impressionnant. À partir de ce moment-là, puis les groupes WhatsApp, parce que vos téléphones doivent rester allumés. Donc ensuite, dans les groupes WhatsApp, on peut voir ce qui se passe dans la ville. Je vais à cette base. Si quelqu'un a besoin d'être déposé, je vais à cette base. Et tu parlais des pères, tu parlais, tu sais, des fils, des jeunes fils, des mères qui quittent leur maison et leurs enfants qui sont appelés. Je crois qu'Israël a mobilisé 100 000 réservistes à partir du sabbat et ils sont partis sans hésiter, n'est-ce pas? Ils sont partis sans hésiter. Donc, je trouve ça intéressant d'entendre les Américains se plaindre, et pas seulement les Américains en général, mais surtout ceux qui sont bruyants et agaçants, alors que les Israéliens disent « on y va, on va le faire, c'est important ». Et les sauveteurs comme mon mari qui répondent aux appels malgré le danger sous les tirs et qui vont aider les gens, que ce soit à Tel Aviv ou ailleurs où il y a eu des attaques, ils y vont et essaient de sauver des vies, même sous le feu. Et je pense que les gens oublient un peu que la personne ordinaire ici, c'est un père, une mère ou une sœur ordinaire. Ma fille est dans l'armée, vous voyez? Mais aussi, si je peux ajouter à cela, même ceux qui méritent d'être qualifiés d'héroïques, ce sont les personnes qui ne vont même pas se battre. Tu sais, chaque personne que je connais en Israël dit « Je passe le week-end dans un abri avec mes enfants et ça en vaut la peine tant que l'Iran devient libre. » Et ça, pour moi, c'est absolument... je ne sais même pas quel mot utiliser. On dit que ça dépasse tout et que c'est partout. Et je dois penser à ça avec les idiots privilégiés de l'Occident qui disent
Non, 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 tu sais, alors que les gens de cette région disent faisons-le parce que c'est ce qu'on doit faire pour l'humanité. C'est vraiment incroyable, Jojana. Tu as pris mes héros parce que je voulais parler du peuple israélien. Ce n'est pas grave, ma chérie. Ce n'est pas grave parce que j'ai encore 2 héros à ajouter à la liste. Et qu'on les aime ou qu'on les déteste, le président Trump et le premier ministre Netanyahou, ce sont les seuls dirigeants dans le monde entier. Je dis toujours, et je le répète sans cesse dans la presse, qu'il y a beaucoup de Chamberlain et pas assez de Churchill. Et tous les dirigeants européens sont des Chamberlain. Et tous les autres, Chamberlain est celui qui a permis au monde de perdre des millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils sont allés apaiser un monstre. Maintenant, pendant que le monde apaise la République islamique, Netanyahou, qui en parle depuis 20, 30 ans, et Trump, pour qui il aurait été bien plus facile politiquement de dire « Vous savez quoi, ce n'est pas mon problème ». Oui, la République islamique a tué 1000 Américains, mais qui s'en souvient? Ce n'est peut-être pas politiquement idéal pour moi. Mais il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. Quand Jared Kushner et Steve Witkoff apparemment l'ont appelé jeudi, vendredi en disant « Ces gens ne sont pas sérieux au sujet des négociations, ils font juste perdre notre temps, ils perdent leur temps, ils ne sont pas sérieux, ils mentent ». Dès que Trump a reçu cette notification qu'il connaissait probablement déjà, il a dit que ça suffisait. Et samedi matin, ils sont vraiment devenus les Churchill de notre génération. Et donc, pour ces raisons, le président Trump et le premier ministre Netanyahou, d'ailleurs, le peuple iranien scande leur nom en Iran et dit merci, Bibi. Ils l'appellent Bibi June, ce qui signifie Bibi bien-aimé. Et ils disent Trump, nous aimons Trump. Ce sont les gens d'Iran. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Vous êtes les dirigeants dont nous avions besoin en ce moment. Alors merci. Vous êtes mes héros cette semaine. Et le mérite vous revient. Nous espérons que d'ici la semaine prochaine, et nous avons prié pour cela, tout cela sera terminé. Nous espérons que ce sera rapide. Nous espérons que les gardiens de la révolution ouvriront les yeux et se rendront. Trump vous a offert l'immunité. Acceptez-la. Ne coulez pas avec le navire. Acceptez-la. Libérez les braves gens d'Iran. Et j'espère que d'ici la semaine prochaine, ce sera le cas. Mathieu Nouriel, merci d'être avec nous. Continuez votre travail incroyable. Merci à Émilie et Shoshana et à la semaine prochaine à tous.